Écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous à nouveau cette année pour ce beau rendez-vous Paris Maths. Comme Régis l'a dit, nous sommes réunis à peu près jusqu'à 13 h demain avec des keynotes, des débats, des tables rondes, plein de séquences qui nous permettront de traiter des grands enjeux de la profession. Alors pour commencer, nous allons tout de suite parler des containers perdus en mer en compagnie de nos deux intervenants que je vous présente. Donc à mes côtés, Uwe Schiller. Bonjour Uwe. Bonjour. Vous êtes vice-président Loss Prevention Committee de l'IUMI, alors la représentation bien connue des assureurs maritimes au niveau mondial. Désolé, j'ai oublié mon casque. Régis, Vous allez peut-être en avoir besoin, peut-être que Régis pourrait vous donner votre casque de traduction. bilingue, Uwe va s'exprimer en anglais et à ses côtés, Eric Banel. Bonjour Eric, vous êtes directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Bonjour. Pour commencer, là vous n'en avez pas besoin puisque vous allez pouvoir parler en anglais. Uwe nous a fait une petite présentation pour poser le décor, j'ai envie de dire, nous expliquer de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des chutes de containers, qu'est-ce que ça représente en termes de volume, de nombre de containers, quels sont les enjeux, quelle progression. À vous Uwe, vous avez 2 minutes et 83 slides, nous sommes donc bien d'accord. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, si vous me le permettez. Nous avons eu un an en 2020-2021 où il y a eu de grandes pertes de conteneurs et ça a été vraiment un coup de semonce. Alors 3000 boîtes ont été perdues par-dessus bord en seulement 80 jours et ça a été vraiment surprenant. Et nous, au comité de prévention des pertes de l'IUMI et avec le marché, ça a été vraiment un coup de semonce et les statistiques étaient très élevées et donc nous avons préparé des statistiques pour porter des marchandises de A à B, de B à A et ou sans rien perdre en mer. Est-ce qu'il faut que je continue? Oui, vous pouvez. Oui, mesdames et messieurs, bonjour de ma part. Je n'ai que 19 minutes et demie et je vais essayer de faire très très vite parce que Cécile est vraiment sur mon dos. Et elle est sans aucun doute dangereuse comme femme. Mais bon, j'espère pouvoir trouver ma présentation. Là, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps et je vais aller très vite en commençant par le MSC Zoé et la présentation, une présentation pleine de photos. Si vous voyez ces photos, rappelez-vous l'Erika et toutes les autres catastrophes, les marées noires en Alaska. Et maintenant, on voit ces photos-là. Ces photos-là. Et ça, c'était les restes du MSC Zoé. Et ces marchandises perdues en mer, ça a créé beaucoup de déchets sur les plages. Donc voilà le MSC Zoé à son prochain port d'attache, à Bremerhaven. Et on voit très clairement, avec cette vue aérienne, qu'il y a certains endroits, certaines zones qui sont à peine touchées et d'autres sont très touchées. Donc ça nous fait réfléchir. Ensuite, l'hiver 2021, de grandes pertes, ça c'est différents bateaux, 8 ou 9 navires. Ici, le Cosco Nagoya, et ça c'est seulement on parle des grandes pertes de cet hiver-là. Voici l'Apus One qui a perdu environ 1800 conteneurs. Ça veut dire plus de 3400 équivalents Vimbier par-dessus bord en seulement une nuit. Et si vous regardez simplement ces boîtes-là, je ne sais pas si vous aimeriez que vos marchandises soient dans ces boîtes-là ou si vous aimeriez être l'assureur de ces marchandises-là. Donc, oui, des statistiques pour ce qu'on appelle le class, les conteneurs perdus en mer en anglais. Et donc, là, on compte vraiment les conteneurs qui ont vraiment été perdus
On ne souhaite pas qu'il y ait de double, de triple comptabilité. Donc, on a une moyenne de 400, 500 jusqu'à 1500, mais cette année, on a inclus l'Emerald Comfort. Et donc, en fin de compte, cette année, l'hiver, entre 2020 et 2021, il y a eu un gros extrême, comme on peut le voir, avec des pertes extrêmes. Le développement des porte-conteneurs et leur stabilité, je vais essayer de faire vite. J'ai fait mes classes sur ces bâtiments, les tout premiers, et là on disait non, ce sont des gros bateaux. Non, en fait, on voit que l'évolution était différente. En 35 ans, on a vu l'émergence de très gros bateaux avec des longueurs de jusqu'à 400 mètres et des largeurs jusqu'à 61 mètres. Et tous ces bateaux doivent résister à ça. Et ça, c'est simplement la météo. Ça, ce n'est pas inhabituel. Vous verrez que dans l'Atlantique Nord, en hiver et dans le Pacifique Nord ou dans le Pacifique Sud, on trouve ça au quotidien. Et l'évolution des porte-conteneurs a commencé avec des longueurs de 161 mètres et à 21 mètres, donc un ratio de 1 à 8 entre longueur et largeur. Et ça, c'est l'Idealis X. Le premier porte-conteneur, c'était un ancien vraquier qui a été transformé en porte-conteneur avec ce ratio de 1 à 8 exactement. C'était vraiment un ratio typique. Ensuite, il y a eu cette évolution et ce ratio a été complètement abandonné. Et maintenant, quand on parle de stabilité des bâtiments, il faut parler de la stabilité au port, et donc ça, c'est un trombone que si j'essaie de le casser, voilà le résultat. Et je ne suis pas faible, hein. Mais la stabilité en mer est différente. Si vous touchez ce culbuto, là, la stabilité en mer, ça veut dire le temps qu'il faut pour se remettre droit. Par exemple, comme sur un bateau. Si vous avez la masse en bas du bâtiment, le bâtiment très rapidement va se redresser. Si vous répartissez la masse jusqu'en haut du bâtiment, eh bien, vous aurez un bâtiment très mou, pour ainsi dire. L'un est très raide, l'autre est plutôt à moins de raideur. Et donc, il faut répartir la marchandise avec les 2/3 inférieurs avec beaucoup de poids et les vides en haut, et c'est plus stable pour l'équipage, pour la marchandise et l'ensemble du bateau. Et donc, ça veut dire que, oui, une accélération lente pour la cargaison, ici, et en bas jusqu'en haut, vous avez 21 conteneurs. Donc, c'est un véritable gratte-ciel en mer. Donc, une accélération lente pour la marchandise, une accélération élevée si le bâtiment est très rigide. Et là, vous pourriez avoir certains problèmes. Ça, c'est un bâtiment bleu, mais je pense que c'est une entreprise française. Ces bâtiments bleus ont des mesures différentes et ils ont un ratio de 7 à 1. Et ce ratio a tendance à avoir plus de stabilité intrinsèque, un plus grand empilement, mais aussi plus de stabilité. Si vous comparez cela avec le H2.1, là, on passe de 7 à 1, et là, c'est dit, il n'y a pas de grande différence. Là, vous avez des bateaux, les anciens bateaux qui n'avaient pas de chargement sur le pont. Là, vous avez maintenant, sur les bateaux actuels, près de 50 à 60% de marchandises sur le pont. C'est une idée qui ne coûte pas cher. Et donc, on a besoin de 100% du bateau. Maintenant, on n'a plus besoin que 40% de bateaux pour stocker des marchandises dans la soute. Maintenant, on stocke tout sur le pont. Donc, c'est très peu coûteux, mais avec un différentiel d'accélération parce que les marchandises sont empilées très haut sur le pont également. Et donc, les ponts supérieurs, là, il faut parler de certains problèmes. La stabilité des boîtes, la stabilité du matériel d'amarrage, et des divergences entre les différents plans, la masse brute vérifiée, le roulis paramétrique, etc. Et Top Tier a été fondé par 3 États de pavillon, les Pays-Bas, l'Australie et l'Allemagne. L'Allemagne, du fait qu'il y a le MSSO, et puis
l'Australie parce que l'APL London a perdu des marchandises par-dessus bord dans des eaux, dans une houle extrême, et l'Australie perd vraiment que quelqu'un perde quelque chose dans ses eaux, quelque chose qui n'appartienne pas vraiment à son propre pavillon. Donc, dans le projet Top Tier, il s'agit de couper les boîtes et pour voir quelle est la qualité de l'acier, pour voir si c'est suffisant, trop fragile, trop vieux. Et comme il y a eu ces pertes avec la fonte en coin qui était un peu fragile, donc au projet Top Tier, on a fait des tests par modélisation avec 11 conteneurs d'une échelle de 6 à 1 et on les a testés sur une table de simulation de séisme au Japon pour simuler le mouvement du bateau. Et il y avait des centaines de points de mesure pour vérifier l'avant, la porte, le matériel d'arrimage, les verrous en dessous, au-dessus du pont, pour avoir une impression vraiment du mouvement de ces empilements sur le pont. Et là, vous avez la divergence entre le plan de stockage et le stockage effectif à bord. Certains ont vérifié dans le projet Top Tier, et les boîtes en rouge, ici, sont celles qui sont mal rangées, jusqu'à 90%, 92% de mauvais rangements par rapport au plan prévu. Là, c'est plus normal, 10 à 15% du chargement est rangé à un endroit différent du plan. Et ça, c'est véritablement un problème. Eh bien, parce qu'on prévoit un empilement pour une colonne, un empilement, et c'est sécurisé en soi comme un arbre qui est tout seul dans la forêt. Mais si vous mélangez les boîtes et si vous changez la répartition du poids, que les 30 tonnes ne sont plus en bas mais en haut, eh bien, le système est complètement perturbé. Vous allez vous retrouver avec des problèmes, et voilà quel en est le résultat. Et là, il n'y a qu'un seul empilement, mais les empilements sont les uns à côté des autres, et donc, eh bien, vous allez perdre entièrement toute une baie de rangement. Et puis, les Australiens ont vérifié plus de 3 millions de boîtes, et ils ont vu un résultat d'environ 1% de conteneurs qui étaient en surpoids, pour ainsi dire. Ça, c'est un chiffre à se rappeler. Si vous avez 10 000 boîtes sur un bâtiment, il y en a 5 000 sous le pont, 5 000 sur le pont. Et donc, si vous en avez qui sont en surpoids au-dessus du pont, c'est beaucoup trop. Et on peut vraiment les mesurer avec l'équipement de levage. Donc, il n'est pas nécessaire vraiment d'avoir de masse brute vérifiée. Alors, le design des bâtiments, eh bien, les navires sont conçus pour des conditions particulières, mais la navigation pendant une tempête tropicale, l'échouage, le blackout, tout cela, ça n'est pas défini. Et là, je vais vous donner un aperçu rapide du roulis paramétrique. Si la houle fait la moitié de la longueur du bateau, eh bien, il peut y avoir un certain roulis paramétrique. Voilà, très rapidement, là, vous voyez que c'est un roulis difficile et on peut le constater en mer. C'est extrêmement difficile pour les marins. Et donc, voilà ce qu'il faut connaître. Il faut connaître la direction de la houle, il faut connaître la longueur de la houle, il faut connaître la fréquence de roulis de la houle et du bâtiment, mesurer l'intervalle entre les vagues, et quand la longueur de la houle fait la moitié de la longueur du bâtiment, il faut prendre des mesures immédiates pour trouver un cap sûr. Et tout cela dans ce genre de météo. Dans le Nord Pacifique, dans le Nord Atlantique, on a 14 à 15 heures d'obscurité. Donc, vous ne verrez pas les vagues, on les entendra seulement. Et donc, maintenant,
les trajectoires en fonction de la météo. Là, c'est dans le nord du Pacifique, c'est extrêmement utile. Là, vous voyez la trajectoire d'un porte-conteneur, à peu près un grand cercle. Et là, on lui a recommandé d'aller prendre refuge derrière les Aléoutiennes pendant 24 heures, en gros, de s'arrêter, de se mettre à l'abri, de se cacher derrière les îles à cause de la tempête et ensuite de reprendre la mer. Et ça, c'était StormGeo, mais il y a d'autres entreprises comme StormGeo qui travaillent avec les sociétés de classification et qui produisent des trajectoires météorologiques avec les paramètres du bâtiment, y compris ces paramètres de stabilité pour prédire des événements météorologiques qui peuvent mettre en danger le navire qui pourrait rencontrer un roulis paramétrique. Donc, vu les prévisions météo, vous aurez des prévisions pour vous montrer où il y a un danger de roulis paramétrique dans le Pacifique ou dans l'Atlantique où vous êtes. Et donc, le capitaine ensuite a la possibilité de dépasser ces zones de danger. Et puis, si vous êtes dans une tempête, il y a ce diagramme polaire qui vous aide à éviter le roulis paramétrique également. Donc, pourquoi maintenant? Très souvent, on me demande pourquoi, pourquoi il n'y a que pendant ces hivers-là. Eh bien, c'est facile parce que nous avons la reprise économique en Chine. Là, vous avez les prix des transports par conteneur. La courbe en bleu, c'est la Chine vers les États-Unis côte ouest. Et en rouge, vous avez la Chine vers l'Europe de l'Ouest. Les prix ont explosé vraiment. Et à ce moment-là, les navires étaient remplis jusqu'à la gorge et vous étiez chargé à 100% jusqu'au dernier emplacement. Il y a 15 ou 20 ans, on n'avait jamais de porte-conteneurs plein et ça veut dire qu'il y avait une réserve dans la force du système d'arrimage. Avec 100% de chargement, il n'y a plus de réserve possible et donc avec la première tempête, vous avez un risque de perdre des conteneurs et donc ça se traduit par des ordures sur la plage. Alors, l'industrie de l'assurance, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut collaborer avec Top Tier, envoyer les informations à l'OMI. Sans l'OMI, on ne pourra rien changer en mer. Et puis, ce qui est important, c'est que les plans de rangement ne doivent pas rester un vœu pieux. Il faut respecter ces plans d'organisation des conteneurs. Et puis aussi, il faut une masse brute vérifiée qui soit vraiment vérifiée et qui ne soit pas simplement sur le papier. Et puis aussi, les équipages doivent être assistés par des trajectoires décidées par la météo. Ici, les informations envoyées par l'IUMI, pas seulement, mais soutenues par l'IUMI envoyées à l'OMI. Et là, les informations, et tout ça, c'est bien mieux que des tas d'ordures sur les plages. Il vaudrait mieux pouvoir aller se boire un bon cocktail, mais ne me demandez pas comment s'appelle ce cocktail. Merci. Merci beaucoup, Uwe. Votre prestation était très appréciée l'année dernière. C'est de nouveau le cas, je le vois. Et merci d'avoir tenu le timing, on est presque en avance. Alors peut-être une première réaction, Éric Vanel, sur ce tableau. Est-ce que c'est une préoccupation pour le gouvernement français? Je sais que vous avez vous aussi quelques slides. Vous me dites quand est-ce que vous voulez qu'on les lance Voilà, une première réaction déjà sur cette présentation qui, au-delà des petits canards qui échouent sur les rivages français, est assez terrifiante. Alors, on peut commencer quand vous le souhaitez, mais d'abord je tiens à remercier toute l'équipe de Paris Maths et surtout sur ce sujet d'avoir mis la lumière et d'avoir choisi d'en parler. C'est un sujet finalement dont on parle assez peu, qui est un peu monté ces dernières années, mais à notre goût pas suffisamment vite et pas suffisamment fortement. Donc d'abord, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, donc merci d'avoir vraiment voulu pousser ce sujet et de nous permettre d'en parler. La Direction générale des affaires maritimes, c'est la direction générale qui porte la politique maritime au sein du gouvernement français. Donc c'est une direction générale qui couvre l'ensemble des enjeux maritimes, transport maritime, port évidemment, mais aussi l'environnement marin, les énergies marines, donc le sauvetage en mer, la sécurité maritime,
la pêche et l'aquaculture, donc beaucoup de sujets très différents. Donc ce sujet-là peut paraître un petit sujet dans l'ensemble des enjeux que nous traitons. Mais en réalité, pour nous, c'est un sujet donc, qui est doublement important et qui prend énormément d'importance aujourd'hui au sein de l'Organisation maritime internationale. Doublement important parce que la France, et ça a été dit donc, tout à l'heure, est d'abord un État aussi transporteur, un État armateur, donc avec CMA-CGM, mais pas que. Donc en tout cas, donc, évidemment, on a un intérêt particulier par rapport à nos entreprises, donc à porter ce sujet-là avec elles. Mais aussi et surtout, et ça il faut s'en souvenir dans tout ce qu'on construit, donc, parce que la France est un État côtier. Et de la même façon que l'État a été la France a été très motrice, l'État français a été très moteur sur les sujets lutte et prévention de la pollution par les hydrocarbures. Aujourd'hui, donc, nous sommes aussi directement concernés par cette question de la pollution par les conteneurs. Alors effectivement, je vais peut-être commencer, comme ça va nous permettre d'assurer leur transition. Alors, je ne reviendrai pas sur les données d'ensemble, puisqu'elles ont été rappelées. 1629 conteneurs tombés à l'eau par an, ça peut sembler finalement assez peu, puisque c'est moins d'0,01% de l'ensemble des conteneurs qui sont transportés, préacheminés, vides ou emballés, donc à travers le monde. Bon, donc ça peut paraître un chiffre peu significatif. En réalité, c'est un chiffre qui augmente, puisque sur la période depuis 2008, donc, il augmente de plus 18%, et surtout, il augmente par ses conséquences. Et au-delà des cas d'ailleurs où le WANAPUS a été rappelé tout à l'heure, qui sont un peu emblématiques, moi je voudrais rappeler des cas peut-être un peu moins emblématiques, mais qui nous ont beaucoup marqué donc, ici en France. Le premier, c'est celui du Maersk Swedenborg, qui est un navire porte-conteneurs de taille moyenne, qui donc, a perdu donc, un nombre très important de conteneurs en 2014. Et ces conteneurs, la particularité, c'est qu'ils étaient dans le dispositif de séparation de trafic au nord de la France, donc, qui passe donc, au nord du Pas-de-Calais, nord de Cherbourg, ce qu'on appelle les Casquets, et nord-Bretagne, donc Ouessant, donc c'est le grand dispositif de séparation de trafic qui sert tout le range des ports du Nord et qui est un des endroits où passe l'essentiel, une grande partie du trafic donc, maritime européen, notamment par conteneurs. Et donc on s'est retrouvé avec des centaines de conteneurs donc, dans le dispositif de séparation de trafic, ce qui déjà est un premier enjeu de sécurité maritime, c'est le premier enjeu qu'on a dû gérer, à travers notamment nos équipes du CROSS donc, qui sont à Jobourg. Le CROSS, c'est le Centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance en mer. Et deuxièmement, donc, on s'est retrouvé également avec, donc, sur les plages de Bretagne Nord, donc, pas des petits canards, donc, en l'occurrence, donc, plutôt soit du matériel de type télévision, donc, IFI, soit donc, des boules de plastique, donc ces fameux granules de plastique donc, qui sont aujourd'hui un véritable fléau. Donc ça, c'est le premier exemple donc, qui nous a touché en tant qu'État côtier et qui a beaucoup marqué notamment les médias au niveau Bretagne Nord et Manche. Le deuxième exemple, c'est la Transat Jacques Vabre. Alors, je ne sais pas si certains dans la salle donc aiment la course au large. Nous, évidemment, nous sommes un pays de course au large en France. Transat Jacques Vabre, où vous avez eu donc, en 2015 donc, un accident resté célèbre avec donc, un trimaran donc, qui percute un conteneur donc, qui était flottant, en l'occurrence donc, aux 2/3 donc, immergé et qui n'avait pas été vu. Et ça montre bien aussi qu'aujourd'hui, nous ne savons pas traiter ces objets flottants non identifiés, comme on les appelle entre nous, hein, ces OVNI. Donc nous ne savons pas les traiter, puisque la plupart du temps, une fois qu'ils sont à la mer, donc on ne les identifie pas et surtout on ne les voit pas. Comme ils sont essentiellement immergés, ils représentent un vrai danger pour la sécurité maritime. Alors les causes, ils ont été rappelées par Uwe, que je remercie, et en effet je ne vais pas revenir sur l'ensemble d'entre elles. Je dirais, j'en mettrai quand même quelques-unes donc en avant. Je dirais défaut d'arrimage et de saisissage. Donc tous les problèmes liés aux arrimages, donc les fausses déclarations de poids qui sont encore très importantes, trop importantes, et les défauts d'empotage, donc c'est-à-dire la façon dont vous placez donc le conteneur donc à bord. On voit que dans ces éléments-là, vous avez quand même beaucoup d'éléments humains qui peuvent être traités, donc, soit par la façon dont vous traitez la marchandise, dont vous l'embarquez, dont vous l'empotez à bord, soit donc, par la façon dont vous suivez et vous tracez, et ça c'est la question des déclarations de poids, donc les conteneurs. Alors depuis le 1er juillet 2016, et donc l'international a commencé comme ça, donc on a travaillé sur donc, les méthodes de certification, donc ce qu'on appelle les méthodes de certification conformes de la masse brute, que tout à l'heure on vous a présenté comme VGM en anglais, la masse brute
brute vérifiée de chaque conteneur. Donc ça, c'est la première étape en quelque sorte, c'est être certain que votre conteneur est bien identifié. Alors d'abord donc parce qu'il est à l'intérieur évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement en tant qu'État côtier, mais aussi donc par sa masse, de façon donc à pouvoir donc le positionner correctement à bord. Au niveau international, les règles, elles, ont finalement assez peu évolué donc, depuis 20 ans jusqu'à l'action que je vais vous présenter et qui a été décisive ces 2 dernières années. Donc, à la fois l'OMI et puis donc, les différentes conventions mer régionales se sont plutôt concentrées. Oui. Juste, j'en vois beaucoup qui prennent des photos. Sachez que les présentations seront disponibles après, à la fois le replay et les présentations elles-mêmes. Donc, vous pouvez prendre des photos, mais ne soyez pas... Et nous serons disponibles aussi pour les questions. Donc vous avez 2 grandes conventions internationales qui sont donc sous maîtrise OMI, Organisation maritime internationale à Londres. La première, MARPOL, c'est la convention sur les pollutions marines. Et la deuxième, la SOLAS, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est la convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. Donc vous avez les 2 entrées, pollution, sécurité. Donc ces 2 conventions avaient évolué pour prendre en compte les déclarations obligatoires liées à des conteneurs qui transportent des marchandises dangereuses. Donc au fond, on est rentré par les conteneurs dangereux. Dès lors que vous avez des marchandises dangereuses, vous renforcez les règles de suivi de traçabilité et les règles aussi de déclaration en cas de perte à la mer. Mais en dehors de ces conteneurs qui transporteraient des matières dangereuses, eh bien, donc, il n'y avait aucune obligation internationale. Donc l'Europe, évidemment, est rentrée très rapidement en jeu, donc, avec une directive qui est bien connue de 2002, qui rend obligatoire la déclaration de perte de conteneurs pour, en tout cas, l'ensemble des armateurs européens. Et avec un modèle de déclaration qu'on a développé avec l'Agence européenne de sécurité maritime, l'AESM. Alors la France a toujours été très motrice sur ce sujet pour les raisons que je vous ai évoquées et on a créé à partir de 2012, alors à l'époque d'ailleurs je m'en suis chargé, j'avais une autre casquette puisque j'étais directeur général des armateurs français, donc j'étais à l'époque du côté obscur en quelque sorte, et avant de passer dans le public, donc c'est un dossier que j'ai finalement traité depuis plus de 10 ans et donc ce dossier on l'avait lancé à l'époque en 2012 avec l'administration, les armateurs et les ONG, ce qui était d'ailleurs une très grande nouveauté à l'époque, puisqu'en termes de méthode, c'est la première fois qu'on le faisait, et notamment quelques ONG françaises qui ont aussi une dimension européenne. Je pense à Surfrider, qui est une petite ONG à Biarritz, donc, que certains d'entre vous connaissent, mais qui s'est beaucoup intéressée très tôt à ce type de sujet-là. Et donc la France, petit à petit, a décidé de porter une ambition forte auprès de l'Organisation maritime internationale sur ce sujet-là, avec un premier travail de fond qui a été un travail de sensibilisation à ce sujet, puisque objectivement en 2012-2013, c'était un sujet qui n'intéressait quasiment personne et sur lesquels à l'OMI il était très difficile de parler puisque vu les chiffres et vu la croissance du trafic mondial de conteneurs, c'était considéré comme anecdotique. Et donc il a fallu du temps et puis quelques accidents que j'ai présentés tout à l'heure et que vous avez présenté également pour que ce sujet-là commence à être à l'agenda. Et vous voyez, 10 ans plus tard, on a réussi au sous-comité de l'OMI qu'on appelle CCC8. Alors c'est le 8e sous-comité en charge des conteneurs et de la cargaison. Donc c'est l'organisme spécialisé à l'OMI qui traite des sujets liés au transport de marchandises et aux conteneurs en particulier. Et donc lors de ce sous-comité, nous avons porté avec d'autres États, notamment européens, sur la base d'un rapport d'études que nous avions commandé au CEREMA à l'époque, un certain nombre de propositions. Et notamment une proposition visant à rendre obligatoire la déclaration de perte de conteneurs à la mer au niveau international, de façon à ce que cette déclaration qui jusqu'à présent était limitée aux marchandises dangereuses soit effectivement obligatoire pour tous. Le deuxième élément sur lequel nous avons aussi marqué une étape assez importante, même si pour l'instant elle ne se traduit pas par du droit obligatoire, c'est le fait qu'au sein de l'OMI, les États acceptent de travailler sur la détection et la traçabilité des pertes de conteneurs. Ce qui pour nous est vraiment l'étape d'après. Une fois que en effet les déclarations sont faites, qu'on soit en mesure d'imposer aux armateurs des règles de suivi pour l'ensemble des conteneurs qui seraient perdus. Ça c'est vraiment le travail qui a été fait au sein de l'OMI. Je dirais juste rapidement qu'il y a un autre travail qui a été fait en parallèle et qui est tout aussi important sur les normes ISO, sur les codes de bonne pratique, notamment le CTU qui est le code de bonne
de bonnes pratiques pour le transport de marchandises. Donc il y a aussi un travail donc, en dehors des normes obligatoires sur donc, les bonnes pratiques, sur finalement les conditions d'utilisation, d'application, d'installation des conteneurs à bord, partagées avec la profession, donc qu'on a su aussi développer, qui se sont aujourd'hui développés et qui sont assez largement acceptés par les armateurs au niveau mondial. Alors, le CC8 donc, a approuvé le projet d'amendement aux 2 conventions MARPOL et SOLAS, donc sur la déclaration obligatoire, et donc a mis en place un système de centralisation au niveau mondial qu'on appelle donc le J6, qui est le système d'information de l'OMI, donc auprès duquel vous pouvez déclarer l'ensemble à la fois perte de conteneurs aujourd'hui désormais, donc c'est ce qui est prévu, mais aussi donc, toutes les difficultés donc, auxquelles l'état du pavillon ou l'état côtier peut être confronté. Donc c'est un système de partage de données. On parlait tout à l'heure de l'importance de la donnée et ça j'en suis personnellement convaincu. Donc c'est vraiment ce qui nous attend dans les prochaines années. Donc le J6 c'est vraiment le système de partage de données au niveau mondial, donc géré par l'OMI, et donc de pouvoir donc partager les données relatives aux pertes de conteneurs à la mer, c'était véritablement une demande très forte parce qu'aujourd'hui donc les données qu'on vous donne en matière de statistiques, notamment quand je vous dis il y a 1629 pertes de conteneurs à la mer, ce sont des données qui viennent du World Shipping Council, donc qui viennent donc d'un acteur donc d'ailleurs avec qui on travaille très bien, mais qui est un acteur unique, donc qui regroupe donc les armateurs et l'industrie, et on n'a pas d'autres données au niveau mondial donc consolidées. Donc ça, on aura désormais via donc cette centralisation des données et via l'OMI donc une capacité à donner de la donnée objectivée, donc une capacité à partager de la donnée au niveau mondial. Alors, donc la prochaine étape, donc 31 mai, 9 juin, c'est ce qu'on a franchi. Donc là, vous voyez, donc très récemment, d'où l'actualité du sujet, où donc le sous-comité a présenté au comité de la sécurité maritime donc ces nouvelles propositions qui ont été approuvées. Donc maintenant, donc on est sur une assemblée plénière donc en 2024 qui permettra donc d'approuver donc au niveau mondial donc les normes donc je vous ai présenté notamment en termes de déclaration de perte de conteneurs et une entrée en vigueur donc, de ces normes au 1er janvier 2026, donc si tout se passe bien. Et parallèlement, donc les normes approuvées prévoient donc aussi que donc chaque armateur, chaque armement donc met en place donc des logiciels de chargement adaptés pour sécuriser donc le chargement et suivre ensuite donc les pertes à la mer. Et une dernière avancée aussi qui est importante, qui est l'extension du dispositif de remorquage d'urgence sur les grands navires, autres que les pétroliers bien sûr, permettant de prendre donc un conteneur qui serait donc désemparé donc en remorque. Alors ça arrive assez peu, mais c'est en tout cas une disposition que l'on souhaitait absolument introduire, parce que lorsque donc le bord a effectivement pris conscience donc qu'un conteneur est tombé à l'eau, il est important qu'il puisse donc s'il en a la possibilité donc le remorquer donc, et en prendre donc, la responsabilité. Alors, et c'est ma dernière slide, donc je ferai juste un focus sur au fond ce qui nous attend après donc, 2026 et sur la capacité à tracer donc, les pertes de conteneurs à la mer. Au fond, ça paraît assez simple, mais c'est encore donc, assez lointain pour beaucoup d'armateurs. Suivre un conteneur qui est tombé à l'eau. D'abord, donc, faire en sorte que le bord ait une alerte donc quand le conteneur tombe à l'eau, parce que ce n'est pas toujours le cas, et parfois, sans doute de bonne foi, donc dans certaines situations, donc le bord ne s'aperçoit pas qu'il a perdu un conteneur. Donc d'abord être en capacité d'avoir une alerte, un signal, qui peut, dès que le conteneur touche l'eau, qui se déclenche et qui alerte le bord, et qui en plus donc, permet d'identifier ce qu'on appelle la drop zone, c'est-à-dire l'endroit où le conteneur est tombé. Et ensuite, évidemment, la traçabilité. Alors la traçabilité, elle peut être faite de plusieurs façons. Soit vous êtes en capacité de suivre, ça c'est l'idéal, mais ça a un coût donc aujourd'hui donc assez largement hors d'atteinte. Donc le conteneur, donc quelle que soit sa trajectoire. En plus, donc ça pose aussi si le conteneur plonge donc d'autres problèmes en termes de capacité à survivre à ce que le signal émette donc malgré la submersion. Soit donc et c'est la solution en tout cas qu'on propose pour l'instant.
soit on est en capacité d'avoir des logiciels de dérive qui permettent d'extrapoler et donc de retrouver facilement le conteneur qui a été perdu. Et ça, c'est une société française qui s'appelle C-Trackbox qui travaille sur ces sujets-là avec nous, qu'on accompagne et qu'on présentera à l'OMI le 21 septembre prochain. Moi, je crois beaucoup dans ces nouveaux dispositifs. Donc, on a obtenu, comme je le disais, de l'OMI que les États travaillent sur ce sujet-là avec le sous-comité cargaison et conteneurs, le CCC. Et ça, je pense que c'est vraiment l'étape qui nous attend et c'est l'étape qui nous permettra évidemment d'avoir d'abord une image très nette de ce qui se passe, de prévenir les accidents en matière de sécurité maritime, de prévenir aussi les déports vers la plage, puisque parfois on a beaucoup de mal à identifier d'où viennent ces conteneurs qu'on retrouve sur nos côtes, et puis surtout qui nous permettra d'intervenir le plus en amont possible. Donc ça, c'est vraiment l'étape que nous souhaitons, que nous portons et sur laquelle la France est extrêmement active aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très, très claire. Je vous propose de faire passer peut-être un micro ou deux si vous avez des questions, soit pour Uwe Scheller, soit pour Eric Banel. Et Uwe, peut-être une réaction tout de suite à ce que Eric nous a présenté. Do you want to comment on what Eric said? I just heard the translation. Je venais tout juste d'entendre la traduction. Oui, merci beaucoup de cette excellente présentation et merci de toutes ces idées que vous avez présentées. Parfois, on a l'impression qu'on se retrouve à devoir nager dans du miel, c'est-à-dire que tout prend énormément de temps, mais au bout d'un moment, les choses prennent forme et c'est juste une question de détermination. Oui, effectivement, avoir un système qui va nous permettre de tracer les conteneurs qui seraient perdus en mer, ce serait absolument formidable. Et cela permettrait vraiment de limiter le nombre de conteneurs qui seraient complètement perdus avec un système notamment de ping qui va se déclencher dès lors qu'un conteneur qui va toucher l'eau. Mais cela coûte de l'argent et les armateurs n'ont pas d'argent, comme on le sait toutes et tous, que ce soit pour les risques d'incendie, pour ce genre de système d'alerte. Mais quoi qu'il arrive, ce serait vraiment une excellente idée qui nous permettrait d'avoir une excellente vision. Alors, comme vous pouvez le voir, on travaille au final à la même chose, dans la même direction, et c'est une excellente nouvelle, même si le chemin à parcourir est encore long. Pour les premières, on a monté... Voilà, pardon, monsieur. Bonjour, Patrice Gilbert, Blouval, ancien du Sésame. Et la question est, si vous arrivez à détecter des conteneurs perdus à l'eau, je suppose que vous informerez immédiatement les propriétaires de marchandises et leurs assureurs. Oui. Eric, je pense que c'est pour vous. Oui, oui, bien sûr. Donc le but, c'est bien ça, c'est d'avoir une intégration de l'ensemble de la chaîne. Alors je ne vois pas la personne qui a parlé. Pardon, si elle peut laisser lever la main. Voilà, très bien, c'est quand même plus simple. Et oui, c'est d'avoir une intégration de l'ensemble de la chaîne. Et je voudrais insister sur ce que vous vient de dire. On a aujourd'hui la volonté d'agir au niveau international parce que nous pensons, même si c'est parfois un peu lent, que c'est au niveau mondial que ce sujet doit être traité. Et la France a vraiment cette conviction que certes nous pouvons agir plus vite au niveau européen et c'est ce qu'on fait, mais par contre si on veut que ce soit efficace, il faut que ce soit au niveau mondial. Et donc au niveau mondial, l'ensemble des acteurs est également impliqué, c'est-à-dire vous avez non seulement les armateurs, ça on y pense évidemment, mais toutes les associations qui représentent les chargeurs et toute la chaîne logistique. Et donc c'est avec eux qu'on travaille aussi au sein des sous-comités spécialisés qui sont des sous-comités très techniques, mais dans lesquels véritablement on fait évoluer la norme. Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, c'est formidable de pouvoir savoir
si ces containers sont perdus et j'ai en tête d'autres exemples par exemple, s'il y a une tempête, il y a tellement de bruit, la tempête fait tellement rage qu'il est absolument impossible de se rendre compte de toute façon s'il y a un container qui passe, qui est perdu en mer. Donc avoir vraiment ce système d'alerte, ce serait précieux. Océane, quand un conteneur tombe, il y a une responsabilité civile s'il y a des... Je comprends la part assurance de la valeur du conteneur, mais si le conteneur produit des dégâts terribles, comment ça se passe? Alors, on peut en parler à deux. Tout dépend de qui est derrière le conteneur. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir donc, la responsabilité de l'armateur dans une certaine mesure, mais vous avez aussi donc, derrière donc, la marchandise. Et la marchandise, elle peut émaner de différentes sources. Et dans un même conteneur, vous pouvez avoir différents types de marchandises donc, qui sont passées par des acteurs très différents. Donc la difficulté que nous, on va avoir quand on va chercher donc, les interlocuteurs, et ça nous amène à d'autres sujets que les pertes de conteneurs en tant que tels, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le conteneur, donc, à qui appartient la marchandise dans les conteneurs, et ça, donc, typiquement, sont parfois des informations qu'on a du mal à avoir. Et plus ce sera efficace, plus ce sera fluide, plus ce sera simple, et mieux ce sera pour nous ensuite pour réagir. Et à chaque fois qu'on a un fait de pollution, on a toujours ce premier problème qui est identifié. Qu'est-ce qu'il y a donc, à l'intérieur, quelle est la nature exacte des marchandises. Parfois le manifeste ne suffit pas, et donc derrière quelle est leur dangerosité et comment le traiter. Et je peux vous dire que parfois ce sont comme des sujets donc, qui prennent du temps à démêler. Oui, effectivement, c'est un problème. Et si le conteneur est perdu, on ne peut pas vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur du conteneur, si tout avait été bien arrimé, si tout avait été bien fixé, est-ce qu'il y avait des problèmes de rouille. Ça y est, le conteneur il est parti, donc il est très difficile après d'établir les choses a posteriori. Par exemple, on pourra... il y a les Australiens qui ont leur façon de faire et qui vont de toute façon aller chercher le capitaine pour le jeter en prison directement. Mais bon, les Australiens, c'est un petit peu particulier leur façon de fonctionner. Donc, une fois que le conteneur est parti, c'est trop tard. Dans ma présentation, par exemple, je vous avais parlé du Blue Ship, un excellent navire, n'est-ce pas, français. Je crois qu'il y a une question au premier rang de Oui, Pascal. Monsieur Banel, merci beaucoup en tout cas d'être présent durant ce rendez-vous. Alors j'ai une question un peu iconoclaste et je mets les pieds forcément dans les pieds dedans, j'allais dire, dans le sujet. J'ai vu que tout à l'heure vous présentiez en fait les textes et les discussions que vous allez avoir au sein de l'OMI en vous associant finalement avec une société française qui s'appelle Citrabox. Ce qui me semble intéressant effectivement aujourd'hui de pouvoir bénéficier de la data et de suivre par ces sociétés, on voit qui florissent en fait. Et alors, je me questionnais sur le choix de ces sociétés, puisque on a quelques champions en France, et je pense immédiatement à Traxens. Traxens, je ne suis pas du tout actionnaire de Traxens, mais Traxens qui travaille, dont les actionnaires sont CMA, Maersk et MSC. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces choix ou en tout cas vos orientations à ce niveau-là? Merci. Je vous en prie. Alors, il n'y a pas véritablement de choix. Vous savez, nous, aujourd'hui, nous sommes en charge de l'ensemble de l'innovation dans le domaine maritime. Et ça, c'est la volonté du ministre donc, actuel, donc, de faire en sorte que l'administration accompagne l'ensemble des entreprises donc, qui aujourd'hui innovent, créent et finalement répondent aux enjeux de demain. Donc les acteurs viennent nous voir. Et on n'a pas l'administration n'a pas vocation à choisir tel acteur par rapport à tel autre. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, l'acteur qui est venu nous voir et qui est le plus avancé en tout cas pour commercialiser, pour mettre à disposition une technologie, c'est celui-ci.
Et c'est la raison pour laquelle on va lui offrir cette tribune-là. Mais si demain, donc un acteur autre vient nous voir avec le même niveau de disponibilité et la capacité à faire une présentation de ce type-là, donc on arrangera ça à l'OMI de la même façon qu'on l'a fait sur d'autres dispositifs dans d'autres domaines. Et c'est bien notre plus-value. La plus-value de la France aujourd'hui, d'abord, c'est d'être très entendu à l'OMI. Donc la France a une capacité forte à être entendue dans cette organisation parce qu'on est considéré comme étant facilitateur, d'abord comme étant très crédible, et comme facilitateur aussi de coalitions internationales. C'est ce qu'on voit actuellement sur la décarbonation, par exemple. Et donc on est là pour promouvoir à la fois des idées, mais aussi des propositions derrière ces idées. Parce que si vous venez à l'OMI, qui est quand même une organisation très technique, et d'ailleurs au bon sens du terme, si vous venez à l'OMI simplement avec des idées, en disant la traçabilité c'est super, il faut absolument y aller, et que derrière vous n'avez rien à proposer, ça ne servira pas à grand chose. Parce que la première chose que vos interlocuteurs vont vous dire, c'est est-ce qu'il y a des technologies disponibles et à un coût raisonnable. Parce que comme le disait Uwe, la question du coût vient tout de suite après. Et donc là, nous on dit, oui, on a les technologies, et en plus, elles sont à un coût raisonnable. Voilà. Et je pense que c'est important. La France, par exemple, au One Ocean Summit à Brest, s'est aussi beaucoup engagée sur une autre technologie dont on a parlé tout à l'heure, qui est Ensign-Lab. C'est aussi le rôle de la France d'accompagner un certain nombre d'acteurs qui, en l'occurrence, sont des acteurs nationaux, évidemment. Donc je ne vous dirai pas le contraire, mais de montrer surtout que c'est possible et qu'on n'est pas là en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Je comprends ça comme un appel au marché aussi. N'hésitez pas à vous tourner vers Eric Banel si vous avez des solutions. Mais je vais citer un exemple juste simple. Quand on a commencé à discuter sur les eaux de ballast en 2005-2006, vous vous en souvenez pour certains d'entre vous, ce sujet-là qui était en train de monter a d'abord été un sujet de technologie disponible. La plupart des armateurs au niveau mondial, la plupart des fédérations nous ont dit attention, là, ce que vous êtes en train de faire, il n'y a pas de technologie commercialisable à un coût raisonnable pour traiter les eaux de ballast. Vous savez, c'est la problématique des espèces invasives. Et donc nous, on a dit on ne va pas commencer comme ça, on va d'abord fixer le cap. Et on va accompagner les technologies qui vont monter avec un pas de temps assez long, puisqu'on s'est donné 10 ans. Et en réalité, les technologies, elles ont suivi. C'est-à-dire que le marché s'est adapté à la norme qui était en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, certes, il y a encore des ajustements, mais ça se fait et ça se fait bien. Voilà. Et je pense que c'est aussi notre rôle d'être un peu leader du marché sur certains sujets qui sont emblématiques, qui sont importants. Excusez-moi. Bonjour. Oui. Oui. Louis Chéronnet, je suis étudiant au Master 2 Transports Internationaux à Paris 1. Vous étiez venu intervenir en début d'année, Monsieur Banel. Et je suis aussi alternant au sein du GARIX. J'ai une question. Vous évoquiez à l'instant les coûts. Est-ce que vous avez quelques chiffres économiques à nous mettre sous la dent concernant les impacts économiques des chutes de conteneurs en mer? Alors, Uwe en a un peu parlé tout à l'heure, donc je vais peut-être le laisser, puis après je compléterai sur l'impact économique des pertes de conteneurs. Ça dépend à qui on demande. Si vous demandez à un réassureur, ils vont vous dire un conteneur de 40 pieds, c'est 100 000 €. Et si vous demandez à un assureur normal, c'est 50 000 € par conteneur en moyenne. En moyenne, certains valent plus, certains valent moins. Tout en haut, on stocke surtout les conteneurs vides, mais voilà les chiffres, les ordres de grandeur qui pourraient vous aider sans aucun doute. Et puis, n'oubliez pas qu'un conteneur perdu, c'est environ 50 000 €. Et ensuite, dans toute la chaîne, il y a un coût de 3 à 5 fois plus qui est généré parce que la marchandise ne se retrouve pas là où elle devrait être. Mais gardez en tête les 50 000 € par boîte de 40 pieds. Voilà la moyenne pour un cargo. Merci, monsieur. Merci. Oui. Ah, pardon. Non, mais je voulais juste compléter, mais allez-y. Complétez sur le prix, je pense que c'est plus logique. Non, je pense qu'il faut bien avoir en tête que les coûts ne sont pas forcément que des coûts directs.
Donc on a le coût de l'assurance bien sûr, donc on a le coût d'intervention le cas échéant directement sur donc la perte de conteneurs, mais vous pouvez avoir donc des faits de pollution majeurs et vous pouvez aussi avoir des suraccidents. Les deux sujets, c'est sécurité maritime. Moi, si mon conteneur provoque donc un accident majeur donc sur un autre porte-conteneur ou donc un transporteur pétrolier ou un autre type de bateau, donc là évidemment ça va se chiffrer en plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis donc l'impact sur l'environnement est aussi réel aujourd'hui. Quand je me retrouve donc à nettoyer les plages bretonnes avec des billes de plastique, comme ça a été donc largement médiatisé, donc notamment donc il y a un an, vous voyez bien que là, et j'étais au CEDRE, donc qui est à Brest, c'est notre expert en matière de lutte contre les pollutions marines accidentelles à Brest. Donc l'État français, donc avec le soutien des collectivités, donc a dépensé donc plus de 3 millions d'euros pour nettoyer donc et remettre en état donc l'ensemble des plages concernées. Donc là, on est sur des coûts qui sont aussi donc des coûts très importants. Merci. Comme c'est David de Madagascar. Quand vous parlez de Citrac Box et autres sociétés qui vont être engagées dans le traçage des conteneurs, je pense qu'il y aura un surcoût pour le transport elle-même, le coût de conteneur qui va être répercuté sur les clients. Est-ce qu'on sait déjà à peu près à combien ça va être? Parce que le problème actuel, c'est qu'il y a le surcharge en transport, le fret et tout ça, et ça commence à être vraiment très, très lourd à supporter. Donc il y aura encore des choses de ce genre. Donc on peut déjà savoir à peu près ça va être sur quelle fourchette ça va être le surcoût pour un compte. Parce que ce sera obligatoire pour chaque contrat d'être ce dispositif va être installé sur les conteneurs. Uwe. J'aime bien ces questions concernant l'argent. Complètement, c'est vraiment génial. Je transporte des conteneurs du Japon ou de Chine n'importe où vers l'Europe occidentale. Et donc là, on part de 500, 600, 800 euros. Et le transport d'un conteneur de Hambourg jusqu'à Munich, ça coûte plus cher que ça encore. Et donc, s'il fallait dépenser 2 euros de plus pour le transport d'un conteneur de Chine vers l'Europe occidentale, ou de l'Europe occidentale vers la Chine, ou de la Chine vers la côte ouest des États-Unis, ou n'importe où dans le monde, 2 euros de plus combinés avec des centaines. Et puis même, le transport terrestre, bon, ça coûte plus cher que le transport maritime, donc ça n'a aucune importance pour qui que ce soit, n'importe où. Si vous avez 10 000 ordinateurs portables dans une boîte et qu'un ordinateur portable coûte 0,00001 centime de plus, ça vaut la peine de dépenser cet argent pour la traçabilité. Et il n'y a que les compagnies, que les chargeurs à qui ça importe, et ils ont gagné des centaines de millions en plus, donc ils peuvent investir quelques centimes de plus pour la traçabilité. Moi, je serais content de le faire. Sur la même ligne avec Uwe, et on se comprend parfaitement, toute norme aujourd'hui, toute norme internationale a un coût, évidemment. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de coût raisonnable. C'est quand même quelque chose qu'on a en tête, évidemment. Et là-dessus, donc, on a une discussion qui est très libre et très franche avec l'industrie. Par contre, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, et ça ne nous empêchera pas d'avancer. Donc on a donc 3 semaines donc le comité de protection de l'environnement marin à l'OMI, où on va parler donc de la feuille de route décarbonation et de la trajectoire décarbonation donc du shipping au niveau international. Évidemment, ça aura un coût. Et sans doute plus élevé que la mise en place d'un dispositif de suivi ou de traçabilité des conteneurs donc, en cas de perte à la mer. Donc, mais ça, c'est parfaitement assumé. Et je pense que le consommateur aujourd'hui, donc s'il est en tout cas cohérent avec lui-même, a aussi tout à fait intérêt à ce que donc ces normes environnementales, et d'ailleurs donc on pourrait parler aussi des normes sociales, soient correctement prises en charge donc par l'ensemble des armateurs au niveau international. Juste un dernier petit point là-dessus. Donc les normes internationales, c'est aussi une garantie que la concurrence se fait loyalement pour tous. Ça, je pense que pour l'armateur, c'est aussi important, c'est un argument. C'est-à-dire que le level playing field, comme on le dit en anglais, donc il doit être garanti pour tous. Et de ce point de vue-là, donc il vaut mieux pour un armateur donc, que la règle soit prise à un niveau global, de façon à ce que le coût soit répercuté pour tous. Et au moins, donc, il n'y a pas de distorsion de concurrence. Je crois qu'on a le temps de prendre une toute dernière question. Il y en avait une sur la gauche. Oui, pardon.
Omar Bourabi, commissaire d'avarie du Sésame au Maroc. Bon, il y a énormément. D'abord, je vous félicite pour vos exposés, ils sont brillants et on a appris beaucoup de choses. Mais la question que je pose, pourquoi on continue à construire quand même des navires géants, donc le gigantisme de construction, alors que les pertes des conteneurs, alors que les pertes sont énormes. Et le problème, c'est les pertes quand même des marchandises dangereuses en mer. Donc, ce qui entraîne plutôt la pollution marin. Et aujourd'hui, tout le monde parle quand même de la sauvegarde de l'environnement, mais je vois que demain, il va y avoir encore la construction d'un porte-conteneur de 25 000 EPV, équivalent 20 pieds. Est-ce que ce n'est pas un danger quand même pour la navigation? Alors c'est une question piège et en plus je vous laisse très peu de temps pour la réponse. Alors, on va aller vite et à devoir. Bon, d'abord, les normes internationales, elles bougent et elles se renforcent donc très vite et très fortement. Donc les nouveaux navires, quels qu'ils soient, sont des navires qui sont aussi, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue donc, de la structure de coque, d'un point de vue donc, des normes applicables donc, en termes de rejet, donc, des navires qui sont beaucoup plus performants et beaucoup plus en capacité donc, de tenir donc, les différents enjeux qu'on a présentés. Donc ça, c'est pour vous dire que ces nouveaux navires ne sont pas forcément non plus donc, les principales causes aujourd'hui donc, de nos pollutions, que ce soit donc, sur les conteneurs ou sur les autres. Et il ne faut pas oublier que ce sont des navires neufs. Alors après, quel est le bon niveau de VP, donc d'équivalent 20 pieds de conteneur sur un navire? Ça fait 10 ans qu'on en parle, ça fait 10 ans que le sujet est sur la table, ça fait 10 ans qu'on vous dit mais on n'ira pas plus loin de 20 000, finalement on arrive à 22 000, on arrive à 23 000. Et donc ça, en tant que pouvoir public, donc, je n'ai pas la réponse à cette question et je pense que ça ne passe pas par une norme qui vous dirait au niveau international on ne va pas dépasser 25 000 EVP. Donc c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, par contre, donc, je pense que l'enjeu c'est vraiment de s'assurer que quoi qu'il arrive donc, sur ces nouveaux navires, on ait effectivement une meilleure prise en charge et une totale donc, maîtrise de l'ensemble des risques associés. Enfin, en tout cas, donc, voilà un peu sur quoi on travaille. On travaille sur la norme, on travaille sur l'accompagnement, donc on travaille sur la structure des bateaux, mais pas sur le nombre donc, de conteneurs, donc, en quelque sorte. UV, très vite. Yes. Oui, on travaille très dur sur les normes et sur la qualité des bateaux, mais on est toujours vraiment à la traîne de 10 à 15 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ne construisent des bâtiments de 20-25 000 EVP? Eh bien, l'idée, c'est qu'il y a encore des économies d'échelle. Et le meilleur facteur d'économie d'échelle, c'est entre 14 et 16 000. Mais ensuite, ce gigantisme des navires vraiment prend fin. Et donc, je pense qu'on ne verra pas des 30 000 EVP. On verra de plus en plus de 18 000 à 22 000 EVP. Mais cette croissance ne va pas s'arrêter parce que les bâtiments avancent moins vite pour économiser sur le fuel. Donc, j'ai bien peur qu'on verra de plus en plus de ces grands géants et pas simplement un seul. Il y a en commande 2,5 millions de VP en commande et donc malheureusement il y aura de plus en plus de ces bâtiments. Qu'un seul message à retenir de notre table ronde. Eh bien, faites attention à vos conteneurs et sachez ce que vous en faites quand ils sont à bord des navires et puis gardez l'œil sur cette croissance de ces super porte-conteneurs et aussi suivez la technologie, les responsabilités aussi des chargeurs et de l'ensemble de l'industrie du transport. Et nous, en tant qu'assureurs, on doit participer à ça et prendre nos responsabilités avec le comité anti-perte de l'UMI.
Arriver à imposer le sujet du transport, en l'occurrence du transport maritime, dans l'agenda aussi de la société civile. Faire comprendre aux consommateurs et derrière aux politiques et à l'ensemble de la société que le transport, c'est un enjeu donc à la fois social et environnemental, et c'est un enjeu pour nous tous. On a beaucoup insisté ces dernières années sur les modes de production, sur le commerce équitable, sur plein de sujets. Le transport reste donc un sujet souvent oublié. Donc, j'observe que ça bouge, mais ça bouge encore lentement. Et donc, arriver à sensibiliser à ces questions-là. Donc, les pertes de conteneurs, c'est un des sujets parmi d'autres sur le transport maritime aujourd'hui. Donc, il faut que le transport maritime soit valorisé lorsqu'il est donc performant et responsable d'un point de vue environnemental et social pour le consommateur. Et arriver à lui parler de ces sujets-là aussi. Merci beaucoup à tous les deux.